Bonjour et bienvenue dans le studio. Cette semaine, on se retrouve à nouveau devant mon grand déballage de disquettes pour faire la suite de la vidéo d'il y a quelques mois sur le sujet, où on avait exploré le fonctionnement des disquettes, notamment sur tout ce qui est le stockage des données sur les disquettes et leur formatage. Et on avait un petit peu parlé des lecteurs. Aujourd'hui, on va avancer un petit peu sur le sujet avec les interfaces et les machines et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai sorti un Amiga, parce qu'on m'a posé beaucoup de fois la question de pourquoi on n'arrivait pas à lire sur PC une disquette Amiga ou sur une autre machine une disquette Amiga. Donc on va rentrer dans ce sujet un petit peu pour voir la raison qui se cache derrière tout ça. Et on verra, je pense aussi un petit peu les protections sur différents types de machines, et on explorera aussi les formats qui ont été postérieurs aux disquettes. Donc comme la dernière fois, je vous invite à consulter le chapitrage de la vidéo pour voir ou revoir certaines parties qui concernent certains sujets. Et donc je vais repositionner la caméra et on va s'approcher un petit peu de ce déballage pour parler du format de disquette Amiga qui le différencie des PC ou des autres machines comme les Atari. Alors pour commencer, voyons voir déjà pourquoi une disquette d'Amiga qui ressemble à ceci. Donc c'est une disquette double face, double densité, qui n'est donc pas différente d'une disquette qu'on peut utiliser sur un PC. Pourquoi quand on la fabrique avec un Amiga, on ne peut pas la relire avec un PC? Alors pour voir ce sujet-là, il faut commencer par regarder un petit peu comment fonctionnent les contrôleurs de lecteur de disquettes dans les PC. Donc voici notamment un contrôleur de lecteur de disquette Zilog. Voilà, qu'on peut trouver dans des machines anciennes ou des PC et d'autres machines utilisant des lecteurs de disquettes. Et un autre qui est plus courant, c'est le NEC UPD 72070, dont voici un tout petit peu la description. Donc ce contrôleur de lecteur de disquette, on le retrouve notamment dans les Mac, mais aussi dans les PC. Il est très fonctionnel et utilisé dans beaucoup de machines. Si on regarde un tout petit peu plus loin dans le document, donc je vous sors une autre page, on voit que ce contrôleur, il utilise une pile FIFO et il a 16 octets de mémoire. En tout et pour tout, 16 octets de mémoire. Sur un PC, ce contrôleur se connecte sur le bus de la machine, donc il monopolise l'IRQ6. Il est capable peut-être de faire du DMA, mais j'en suis même pas sûr. Et donc voilà le diagramme un petit peu de comment ce contrôleur est utilisé dans un PC. Maintenant, on va regarder un petit peu comment un Amiga s'y prend, lui, pour lire une disquette, pour écrire une disquette. Quel est son contrôleur de lecteur de disquette? Donc, si on regarde déjà un diagramme d'un Amiga, on voit qu'on a le processeur, on a la mémoire chip qui est partagée avec différents coprocesseurs. Donc, on a Pola, Agnus, etc. Et on a une partie de mémoire qui est dédiée au processeur sur certains Amiga. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est Pola qui va s'occuper des I/O et notamment du lecteur de disquette. Maintenant, si on va chercher le schéma d'une carte mère d'Amiga 500, on peut voir que le lecteur de disquette est relié à Pola et aussi au CIA qui gère le lecteur de disquette, et accessoirement aussi un petit peu à Gary qui fait l'attribution, l'arbitre sur la mémoire. Et donc ceci pour dire que sur un Amiga, on n'a pas un contrôleur de lecteur de disquette avec 16 octets de mémoire. On a bien accès à un coprocesseur de l'Amiga qui a accès à la chip RAM. Autrement dit, on a un minimum de 256 kg sur un Amiga 1000, mais majoritairement, on a 512 kg. Donc, ce qui fait que ça ne marche pas du tout pareil. Si je sors maintenant une vue d'une disquette d'un PC, donc c'est une disquette 720 double densité comme celle-ci,
on peut voir que cette disquette, elle a 9 secteurs, elle est classique. Rien de différent par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, je vous montre une disquette d'Amiga. Et vous remarquerez peut-être pas de prime abord la différence, si ce n'est qu'elle a 11 secteurs. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre côte à côte. Et là, la différence devrait vous sauter aux yeux. Sur l'Amiga, il n'y a pas de séparation entre les secteurs. Là où un PC est obligé de laisser un espace parce qu'il a un contrôleur de lecteur de disquette qui n'a que très peu de mémoire, donc il écrit les secteurs un par un. À chaque fois que le PC veut écrire un secteur, il va chercher le secteur et écrire le secteur. Donc il faut laisser un espace entre les secteurs pour que le contrôleur puisse voir le début et la fin du secteur afin de le lire ou de l'écrire. Sur l'Amiga, par contre, les secteurs sont tous collés les uns aux autres. La raison en est tout simplement que l'Amiga n'écrit jamais un secteur tout seul. L'Amiga, il écrit ou lit une piste entière. Donc il a besoin que d'un seul gap, qui est le début de la piste, et ensuite tous les secteurs s'enchaînent sans aucun espace. Et donc il écrit toute la piste d'un coup. C'est aussi pour ça que l'Amiga est relativement lent quand il s'agit d'écrire des fichiers sur une disquette, parce qu'à chaque fois qu'il a besoin d'écrire un seul secteur, eh bien, il va écrire 11 secteurs. Il écrira toute la piste d'un coup. Donc c'est vraiment pas une question de lecteur, mais vraiment là une question de contrôleur de lecteur de disquette, la manière dont la machine, dont ça a été implémenté matériellement dans la machine. L'Amiga utilise un de ses coprocesseurs avec toute la mémoire de dispo, donc il se moque bien de la taille d'une piste, donc peut l'écrire d'une seule fois, tandis qu'un contrôleur de PC n'en est absolument pas capable. D'un point de vue matériel, les lecteurs de disquettes d'Amiga, en voilà un que j'ai pris d'un lecteur externe. Ils ont vraiment très peu de différence par rapport aux lecteurs de PC. C'est pas sur le lecteur que se situe la différence. La seule différence, c'est une différence de pinout, où un lecteur de PC aura le disk change sur la pin 34. Sur un lecteur d'Amiga, il faut mettre le disk change sur la piste 2 et mettre le signal ready sur la piste 34. Mais ce ne sont que des signaux qui permettent de sélectionner le bon lecteur dans la chaîne de lecteurs et de détecter les disquettes, mais ça ne le différencie pas d'un lecteur de PC. D'ailleurs, celui-là, je peux vous montrer sa configuration. J'ai la fiche de configuration des jumpers. Et c'est un lecteur qui peut très bien marcher dans un PC ou dans un Amiga parce qu'il a les jumpers, comme vous le voyez, qui permettent de mettre le signal ready sur la pin 34 et le disk change sur la pin 2 et lui permet donc d'être reconnu par un Amiga. Et si on le remet normalement avec le disk change sur la pin 2, eh bien, il marchera dans un PC ou une autre machine qui utilise une interface Shugart un petit peu plus standard. Un autre sujet à propos des lecteurs de disquettes qui est important de signaler, c'est aussi le cas particulier des PC et de leur nappe de lecteur de disquettes, comme celle-ci, qui a un twist au niveau des dernières prises. Donc là, bon, celui-là, il l'a plus parce que je l'ai démonté puis je l'ai détwisté pour utiliser la prise autrement. Mais normalement, le twist est ici. Et il continue, et histoire qu'il y ait des pins qui soient déplacés au bout de la nappe, tandis que les connecteurs qui sont avant sur la nappe ne sont pas déplacés. Si on regarde un petit peu comment ce twist est fait, en fait, on compte, il y a 9 fils à partir du fil 1 qui sont connectés normalement, puis ensuite il y a 7 fils qui ont été retournés, puis il y a le reste de la nappe après. Si maintenant on sort le pinout d'un contrôleur de lecteur de disquette de PC, on peut voir ce que sont les pins de 10 à 16.
Donc on voit que ces pins, ce sont majoritairement Select A, Select B, Motor A et Motor B. Alors, que fait ce twist? Eh bien, si on regarde un petit peu en le faisant ce twist, voilà, en fait, ce que ça fait, c'est que ça échange Motor A, Motor B et Select A, Select B. Mais on va regarder, retourner sur les lecteurs. Vous voyez sur lui, par exemple, les lecteurs 5 pouces 1 quart, on pouvait toujours les mettre par 4 dans beaucoup de machines. Donc ici, il y a un jumper, et je pense qu'elle ne va pas faire le focus, qui permet de sélectionner si on veut en select 1, 2, 3 ou 4. Ça ne commence pas à 0 sur ce lecteur, ça commence à 1. Donc on a 4 positions possibles pour ce jumper. Donc sur une machine ancienne qui aurait 4 lecteurs, on mettrait un lecteur en 1, un en 2, un en 3, un en 4. Après, sur les lecteurs 3 pouces et demi, c'est différent. C'est le jumper qui est ici. Et sur les lecteurs 3 pouces et demi, il n'y a plus que 2 possibilités. C'est 0 ou 1 ou 2, suivant comment c'est numéroté. Il y a la possibilité de brancher 4 lecteurs a disparu avec ces lecteurs-là. Maintenant, un lecteur de PC, ils ont fait ce choix à l'époque, quand ils ont fait les premiers lecteurs de PC. Ils sont tous en ID 1, c'est-à-dire que en deuxième ID. Si ça commence à 0, ils sont en ID 1. Si ça commence à 1, ils sont en ID 2. Et tous les lecteurs de PC sont comme ça. Maintenant qu'on sait que tous les lecteurs sont en Select 1, regardons à nouveau la table de connexion du contrôleur avec le Select 1. Et ça enlève certaines lignes parce que le lecteur s'en fiche. Il est qu'en Select 1, donc il ne s'intéresse pas au Select 0, aux lignes du Select 0. On voit dans cette double table que en fait, il est passé avant le twist. Il a un lecteur qui est en Select 1 est branché sur le lecteur B du contrôleur. Et après le twist, les lecteurs qui sont branchés sur le lecteur A du contrôleur, des pin-out du contrôleur. On remarque dans cette vue-là les pins qui sont twistés. Et on voit bien que les pins 14 et 10 sont bien celles utilisées. J'ai déplacé les numéros des pins pour refléter ce que le lecteur utilise. Donc voilà, donc c'est une étrange façon de faire pour le PC, d'avoir twisté les câbles, sachant que dans les autres machines, typiquement les câbles sont tous droits, et on sélectionne simplement sur quel ID on met son lecteur en changeant les jumpers sur le lecteur. Et on peut, sur des machines anciennes, avoir 2 ou 4 lecteurs 5 pouces 1 quart en les mettant 0, 1, 2, 3 et en ne faisant aucun twist dans les nappes. Et d'ailleurs, sur un PC, on pourrait très bien faire une nappe toute plate et configurer les lecteurs en 0 et en 1 et ça ferait le même effet que de faire un twist. Mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi cette simplification est en fait une complication. Ça perd tout le monde, plus personne ne sait où sont les lecteurs A et les lecteurs B, parce que c'est pas logique que le A soit au bout de la nappe après le twist, alors que le B est avant le twist. Et c'est une drôle d'invention qui a été faite pour les PC de ce côté du twist de la nappe. Pour cette partie, j'ai sorti des jeux d'Amiga. J'ai sorti même un jeu d'Atari qui n'est pas un jeu qui existe vraiment, mais c'est un jeu qui a été réédité et donc quelqu'un a refait une boîte et me l'a offerte. Tout ça pour parler un petit peu de protection sur les jeux originaux sur ces machines, Amiga, Atari, PC. Je ne suis pas du tout un grand spécialiste des protections, donc je ne vais vous parler que de ce que j'ai vu, découvert moi-même, parce que j'ai eu l'occasion de faire des copies au cryoflux de pas mal de jeux qui n'étaient pas copiables par d'autres moyens. Et notamment, on va commencer par un jeu d'Amiga que j'ai eu entre les mains à un moment. Moi, je l'ai rendu à son propriétaire. Il s'agit de Shadow of the Beast. Le tout premier, c'est un jeu donc de Psygnosis qui est sorti en 1989
et qui est en 2 disquettes. Ce jeu, il est très bien protégé, hein, comme beaucoup de jeux de Psygnosis. Donc on va regarder un petit peu de plus près à quoi ressemble la disquette pour comprendre un petit peu la manière dont il est protégé, quoi. Du moins, moi, ce que j'en comprends de la protection. Donc, si on regarde la disquette, il n'y a pas grand-chose à voir. Le logiciel ne reconnaît pas les datas qui sont sur la disquette, hormis la première piste de la première face. Et tout ce qu'on peut voir sur cette première piste, c'est qu'il y a bien 8 secteurs. Donc on a bien affaire à une disquette d'Amiga. Et donc c'est une disquette Amiga qui sera bootable par l'Amiga parce qu'il va reconnaître la première piste et les secteurs sont normaux. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que cette disquette, le gap entre interpistes est très petit pour toute la suite de la disquette par rapport à, si on regarde le gap entre le secteur 1 et 11 de la piste qui est au format Amiga. Et je peux déjà vous dire que ce type de protection, ça sert notamment aussi à mettre beaucoup plus de data sur le disque qu'il est normalement prévu pour en mettre. D'ailleurs, on va regarder un petit peu la page de manuel, la page numéro 14 du manuel de Shadow of the Beast. Et ce qu'on peut remarquer sur cette page, bon, hormis toutes les descriptions techniques des résolutions, notamment, il est écrit qu'il y a 2,2 mégas de graphical data et qu'il y a 850 kilooctets de données de son. Donc on se doute bien que c'est pas 3 mégas et quelques qui sont spannés sur 2 disquettes parce que ces datas sont bien compressées d'une manière ou d'une autre. Mais cette disquette, elle fait probablement bien 2 mégas. Cette disquette 1. Donc on a 2 disquettes et on a probablement 2 mégas de data sur ces 2 disquettes. C'était une manière de protéger les jeux à l'époque qui était... c'est un format complètement custom en fait. Si on regarde comment sont enregistrées les datas, bon, on ne pourra pas voir plus qu'avec ce logiciel, mais en fait de la piste 1 à la piste 79, c'est des pistes qui font un seul secteur, qui sont complètement custom. Il n'y a aucun checksum du MFM qui soit reconnu. C'est complètement une routine custom. Si on regarde un petit peu le contenu qu'il y a dans les 2 premiers secteurs de la première piste, la seule qui est au format Amiga, on voit qu'il y a un petit peu de code. Eh bien, ce code que l'Amiga va démarrer, c'est un track loader. C'est le petit programme qui saura lire le reste de cette disquette, le reste de la phase 0 et toute la phase 1, et qui saura aussi lire la disquette 2 qui est du même genre. C'est-à-dire que ce logiciel va savoir interpréter les datas qui sont sur la disquette et lire les 78 pistes suivantes, 79 sans aucun souci. Et c'est pour, si on veut recopier le contenu de ce jeu, le craquer, si à l'époque quelqu'un l'a craqué et a réussi à extraire la routine de lecture de cette disquette et en a extrait les fichiers, eh bien le petit problème qu'il va avoir, c'est que il va extraire plus d'1 méga de data par disquette. Et donc ça ne tient pas sur une disquette Amiga, donc qui fait 880 kg. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, quand les gens, des grands spécialistes d'ailleurs au demeurant, craquaient des jeux Amiga, en extrayant le contenu des disquettes complètement custom, les jeux faisaient toujours plus de disquettes qu'à l'origine. Donc Shadow of the Beast était sur 2 disquettes, je ne serais pas étonné que la version craquée en fasse au moins 3, si ce n'est 4. Et c'est une habitude de Psygnosis qui a fait ça dans pas mal de jeux. Notamment celui que j'adore beaucoup, Battle Squadron, la disquette fait 1 méga. C'est à peu près le même genre, il y a un track loader. En plus, il y a des pistes copylock, des pistes crypt. Et voilà, donc une fois que si on veut craquer le jeu et l'extraire sur une disquette d'Amiga standard, il faut virer l'intro de Battle Squadron. Sinon, ça ne tient pas sur la disquette. Donc voilà, ça c'était pour une disquette Amiga.
En termes de protection de jeu aussi, je voulais vous parler d'un jeu d'Atari. Donc pas celui-là parce que bien sûr il n'est pas protégé, mais il s'agit de la version Atari ST de Mopiti Island, donc de l'Encore, qui est sorti en 1990 et qui est sur 2 disquettes. Et bon, c'est une disquette que j'ai eue entre les mains avec d'autres, dont Donjon Master et des jeux comme ça qui sont difficiles à trouver en français et que j'ai recopié avec mon CryoFlux pour la personne qui me l'a demandé. Et Mopiti m'a beaucoup surpris et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on va charger le logiciel un peu plus adapté pour les disquettes Atari qui est Outfit. Donc voilà ce que ça donne si on charge le dump de CryoFlux dans Outfit. Et donc ce qu'on peut voir sur cette première image, tout simplement, c'est qu'il y a un seul petit carré vert en haut à gauche de la disquette. Et c'est le seul que le logiciel considère comme une piste qui soit Atari ST. Donc c'est une piste qu'on va avoir un petit peu normale sur un Atari. Donc c'est une piste qui contient 9 secteurs. On le verra un petit peu après. Si on change d'onglet dans Outfit et qu'on passe sur une vue du disque, eh bien ça ressemble beaucoup au Shadow of the Beast qu'on a vu sur Amiga précédemment. Sauf que là, on est sur Atari. Et sur Atari, c'est pas le genre de protection qu'on serait habitué à trouver sur cette machine. Je rappelle que l'Atari, c'est une machine qui a un contrôleur de disquette tout à fait standard, hein, comme un PC, donc qui a très peu de mémoire dans le contrôleur. Donc c'est une machine qui écrit les secteurs un par un. C'est pas une machine qui va aller lire une piste ou qui est capable de lire une piste qui fait un seul secteur. Mais regardons un petit peu plus loin la première piste. Donc on voit qu'elle est standard, c'est une piste Atari et elle fait bien 9 secteurs. Si on regarde par la suite, eh bien les 79 pistes suivantes sont des pistes de un seul secteur, qui sont en erreur d'ailleurs, hein, bien sûr, parce qu'elles sont enregistrées encore une fois dans un format custom. Mais c'est très surprenant et j'ai appris en m'interrogeant pourquoi on avait une disquette Atari sous ce format que les développeurs qui ont fait cette protection ont réécrit dans un track loader, ont écrasé des routines de l'operating system, donc du TOS, pour pouvoir justement accéder au lecteur de disquette avec un track loader en lisant les pistes entières. Et d'ailleurs, si on switch sur l'onglet Data et qu'on regarde un petit peu le contenu de cette première piste qui est au format Atari, eh bien, on voit qu'elle est aussi bourrée de code. Et là, il n'y a pas seulement 2 secteurs qui contiennent du code comme sur Shadow of the Beast sur Amiga. Et le code tient sur 8 secteurs. Donc c'est assez grand et ce track loader est relativement complexe. Et pour moi, c'est un bel exploit d'avoir réussi à faire un track loader qui sache lire des pistes d'un seul secteur sur une disquette. Donc à mon avis, cette disquette, dans sa capacité, doit probablement encore dépasser les 720 kg de la disquette originale Atari. Donc à mon avis, pour la recopier sur une disquette standard Atari, il faut sûrement encore plus de disquettes ou perdre de la place. Voilà, moi c'est pour ça que je voulais vous partager cette disquette d'Atari, c'est parce que je ne suis pas habitué à avoir ces protections sur cette machine. La machine qui a l'interface de floppy la plus flexible, c'est bien l'Amiga. Et c'est d'ailleurs bien sur Amiga que les protections sont les plus diverses et variées. Et voir cette protection sur Atari est assez surprenant. La dernière protection dont je voudrais parler avec vous assez rapidement, avant que cette vidéo se transforme en slideshow, c'est un jeu sur PC qui est Kick-Off 2. C'est pareil, que j'ai eu entre les mains et j'ai trouvé la protection assez intéressante. Donc si tout de suite je vous affiche la disquette donc sortie du CryoFlux dans le logiciel qui permet de visualiser un petit peu, on remarque qu'il y a un certain nombre de pistes, les 5 premières il me semble,
qui sont un peu décalés par rapport au reste des pistes. Ce décalage, il est présenté par le logiciel, mais il n'existe pas dans la réalité. En fait, elles sont toutes bien alignées. Mais ce décalage, il a une raison. Si je vous affiche les numéros des secteurs, vous allez voir la surprise. En fait, cette protection, tout simplement, elle définit 12 secteurs au lieu de 9 sur ces 5 premières pistes, sachant qu'on a vraiment 9 secteurs utilisables, plus on a un mini secteur 10 qui fait 256 octets au lieu de faire 512 octets, donc qui est moitié de taille. Et ensuite, on a des déclarations des secteurs 11 et 12, mais ils n'existent pas. C'est pour ça qu'ils sont ridiculement petits et en erreur, c'est-à-dire qu'ils sont déclarés au niveau de la table, au début de la piste. Elle est déclarée comme ayant 12 secteurs, mais en fait, elle en a bien que 9,5. Voilà, ça c'est ce qui va empêcher les logiciels de copie qui sont assez bêtes et qui vont essayer de lire 9 secteurs par piste. Ils vont avoir un petit problème. Parce que même s'ils essaient d'en lire 12, eh ben, ils ne pourront pas en lire 12 parce qu'il y en a 2 qui sont complètement fictifs. Voilà, c'était pour la protection sur un jeu PC et je pense que je vais boucler cette grande partie sur les protections et on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus à ce qu'il y a sur la table. Succinctement parce que c'est pareil, ce ne sont pas des choses sur lesquelles j'ai une profonde connaissance. Si on s'écarte un petit peu des disquettes traditionnelles et qu'on regarde maintenant ce qu'il y a eu par la suite, j'ai sorti un petit échantillon sur la table avec une des machines les plus importantes, un format les plus importants, c'est pour moi c'est l'Iomega Zip. Donc les zips qui ont existé en port parallèle, là j'ai la version SCSI 250 mégas, là j'ai la version USB 250 mégas. Et vous avez sur la table plein de disques, donc tous ces disques d'ailleurs sont des disques neufs et pas encore déballés. Et je ne sais pas vraiment dans tous les détails techniques comment marche un lecteur zip, mais j'en ai un ici qui est un USB 250 que j'ai essayé de réparer, hein. J'ai changé la prise, etc. Mais j'ai pas réussi à le remettre en marche, donc on va pouvoir regarder un petit peu comment c'est fait dedans. Donc le principe du zip, c'est un principe différent d'un lecteur de disquette. Bon, tout du moins, c'est le même principe pour le disque tourne et on a un système qui va faire déplacer les têtes et les têtes se déplacent en même temps. Elles vont venir s'insérer dans la disquette. Et si on regarde une disquette, on ne peut pas les voir vraiment de très près, ces disquettes. Mais j'en ai une que j'utilise sur Amiga. En fait, il y a un trou, tout simplement un trou ici devant, et les têtes vont venir s'insérer, elles sont très très fines, dans la disquette. Et ce qu'on voit à l'intérieur, c'est un disque comme dans une disquette, donc c'est un support magnétique. Et je suppose que c'est un enregistrement qui est pas comme sur une disquette, hein, mais ça doit être un enregistrement qui est plutôt style magnétoscope pour avoir une densité de data de 250 mégas sur une disquette comme ça. Je pense que c'est pas orthogonal, ça doit être en travers. Ça doit être enregistré de biais pour que les secteurs se tiennent. Je sais pas du tout par contre comment est formatée la disquette en termes de nombre de pistes et nombre de secteurs, j'en ai pas la moindre idée. Et c'est pas les outils Omega qui nous permettent d'avoir des vues sur ce genre de choses, quoique dans un Amiga, je devrais pouvoir voir combien il a de cylindres et de têtes, mais c'est peut-être encore une fois virtualisé par le lecteur et c'est peut-être pas vraiment la structure qu'il y a sur la disquette pour l'enregistrement. Donc il en existait beaucoup de 100 et de 250 et les dernières évolutions de zip, et j'en ai pas, ce sont les 250 mégas et les 650 mégas, pardon, qui sont encore plus haute densité. Et je ne sais pas quelle technologie ils utilisent pour mettre tant de densité sur un disque magnétique. Dans les lecteurs zip aussi existent en format, celui-ci c'est un IDE, ouais. Et j'en ai un autre IDE ici, mais ils existent aussi en SCSI interne, SCSI externe, parallèle et USB.
Dans les autres formats de disques magnétiques, j'en ai un, mais j'ai pas pu remettre la main dessus. Il y a le LS120. Donc le LS120 pour moi, il marche. C'est la même technologie que le Zip. C'est des disquettes qui font 120 mégas et c'est des lecteurs qui ont à peu près ce format-là. Donc à peu près le format d'un lecteur de disquette, un poil plus long néanmoins. Chez iOmega, dans le grand public, on a vu apparaître aussi des lecteurs qui sont plus des lecteurs de disquette du tout. Le Jazz, ici, c'est une disquette de 2 Go, mais en fait, je sais même pas si je peux l'ouvrir. À l'intérieur, c'est un disque dur. Et en fait, ce sont des têtes de disque dur qui vont venir lire sur... on n'est plus sur un format souple, mais non, on est sur un disque rigide. Et un disque rigide qui enregistre les informations à la manière d'un disque dur. Donc je ne sais même pas combien de disques il y a là-dedans, mais il est probable qu'il y ait au moins 2 plateaux pour faire 2 gigas. 2 plateaux d'1 giga. Sinon, dans le monde professionnel, il y avait un autre format. Je vais bouger la caméra, ce sera plus simple. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je me suis déplacé pour vous montrer le Mo. J'appelle ça le Mo. C'est un lecteur magnéto-optique. C'est ce lecteur-là. Donc on peut aussi le sortir de sa boîte et le mettre à l'intérieur d'une machine. Il est en SCSI. Je ne pense pas qu'il existe d'autres technologies que le SCSI pour les lecteurs magnéto-optiques. Donc il mange ce genre de petites disquettes. Donc il y en a plusieurs éditeurs. Il y a de disquettes, il y a Imation, du RPS, il y a du Maxell aussi, j'ai du 3M. Et j'aime bien celles-là parce qu'elles sont transparentes. Et on peut voir un petit peu à quoi ressemble une disquette magnéto-optique. Donc c'est une technologie complètement différente. Ce sont des disquettes qui font aussi 3,5 pouces. Mais si on regarde de près, on voit que c'est un CD. Voilà, c'est un CD, je ne sais pas comment l'orienter pour que vous le voyez bien, comme un CD RW, mais avant l'heure, et en petit format. Et on voit des reflets dessus. En fait, je dirais qu'il est art sector, c'est-à-dire qu'il est comme les premières disquettes. Les secteurs sont prédéfinis sur le disque à la fabrication et ça permet au laser de venir savoir où enregistrer sur la disquette. Et donc, dans le monde professionnel, c'était beaucoup utilisé ça. Je les ai récupérés dans une entreprise d'ailleurs, toutes ces disquettes et ces lecteurs, pour faire de la sauvegarde, donc ces lecteurs magnéto-optiques. Je les ai jamais utilisés franchement à la maison. Je me suis contenté de les récupérer. Puis comme vous voyez, j'ai encore des disques qui ne sont pas déballés. Et je me suis vraiment cantonné moi au Zip parce que le Zip il est tellement flexible en IDE SCSI que je peux le mettre dans les machines anciennes. Un lecteur Zip comme ça va en IDE, ça va dans un Amiga 4000. En SCSI, ça se branche depuis un 500 avec un contrôleur GVP jusqu'à l'Amiga 3000. On a le SCSI pour le brancher. Et la version USB, je l'ai sur mon PC et comme ça, je peux écrire des disquettes et puis les mettre directement dans les Amigas. C'est super pratique. Un lecteur Zip SCSI, ça marche aussi très bien sur un Mac parce que les Mac en 68000, ils avaient le SCSI aussi. Donc voilà, je pense que ça boucle à peu près la vidéo sur les disquettes. En espérant que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aura appris 2-3 choses. Je pense notamment au format des disquettes Amiga et au fait que les nappes de PC est un twist au bout ça m'a toujours choqué ce truc. Je suis arrivé tard dans le PC et ces choses-là m'ont toujours étonné. Pourquoi faire un twist alors qu'on pouvait utiliser tout simplement les jumpers des drives? Donc ce sera tout pour cette fois. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça permet à la chaîne d'avoir un peu plus de visibilité. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.